Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la page Facebook du Pays de Verdun. Nous vous accueillons ces 4 jours. Nous sommes jeudi aujourd'hui, c'est le premier jour de Verdun Expo, la foire nationale de Verdun, et nous allons être avec vous jusqu'à dimanche pour vous parler des tiers-lieux, des nouvelles façons de travailler. On va parler coworking, on va parler de beaucoup de choses, avec notamment Lorraine Caillas, animatrice leader au Pays de Verdun. Bonjour Lorraine. Bonjour Tam. Alors où sommes-nous là précisément? Nous sommes dans un grand chapiteau. Oui, nous sommes dans le chapiteau institutionnel, donc on est entouré du département, entouré du Grand Verdun. Et nous, on se trouve donc au milieu, le stand du Pays de Verdun, dans notre tiers-lieu éphémère, précisément dans notre salle de réunion, plateau télé. Donc un tiers-lieu où on peut travailler, où on peut faire de la télé, où on peut être là. On en a parlé tout à l'heure avec Julien Didry, avec nos deux derniers intervenants. Au final, dans un tiers-lieu, il n'y a pas deux tiers-lieux qui se ressemblent, Lorraine? Pas du tout. Le tiers-lieu, c'est à partir du moment où il y a de la vie, où il y a de l'échange, il y a de la rencontre. D'ailleurs, dans notre tiers-lieu, on peut voir qu'il y a une petite salle de sport, il y a un espace garderie. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir des services de proximité et du réseautage. Alors là, nous sommes dans un tiers-lieu éphémère. En France, on en trouve 2500 cette année. On en aura 3000 à 3500 d'ici l'année prochaine, donc ça va se développer de plus en plus et on en entend de plus en plus parler, même ici, que ce soit dans les milieux ruraux, en Meuse, d'ailleurs surtout dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, ça commence à arriver, c'est surtout des espaces de coworking, mais pas que. D'ailleurs, on le verra avec une interview dans le week-end à Montmédy. Ce n'est pas défini comme un tiers-lieu, mais c'est exactement ça. On en reparlera un petit peu plus tard. On en parle avec nos invités qui nous rejoignent ici et nos invités qu'on a un petit peu aux quatre coins de la France. On va retrouver Baptiste Bretonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la start-up Néonomade. Alors je disais aux quatre coins de la France, vous êtes dans quel coin vous? Moi je suis à Paris là. À Paris. À Ouais. Paris, où vous avez cofondé donc la start-up Néonomade. C'est la première plateforme du coworking en France. Elle existe depuis quand cette plateforme? Alors elle existe depuis, sous sa forme actuelle depuis 4 ou 5 ans à peu près. On s'est lancé vraiment 2015-2016. Et au tout début, il y avait une petite plateforme il y a 7 ou 8 ans qui était un annuaire plutôt de café Wi-Fi ou de lounge d'hôtel pour travailler. Donc on a repris ça et on l'a dédié au coworking en cours de route. Oui, parce que le coworking, c'est un phénomène qui s'est développé, allez, on va dire depuis le début des années 2000, peut-être un peu plus depuis le début des années 2010. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que il y a 10 ans, il y avait peut-être 3 ou 4 espaces, c'était vraiment les pionniers du coworking. Il y avait la cantine, mutinerie, il y avait quelques espaces un peu emblématiques comme ça. Et après, le mouvement s'est vraiment amplifié ces 4-5 dernières années avec l'émergence de plusieurs milliers d'espaces. Vous l'avez cité tout à l'heure. Enfin, après, on reviendra peut-être sur tiers-lieu versus coworking, mais nous, sur la plateforme, on a à peu près 1300 espaces de coworking. Et voilà, et l'idée c'était de dire comment on fait pour donner accès à ces espaces, notamment aux salariés d'entreprise qui cherchent une alternative au télétravail, au seul domicile dans le cadre du télétravail. Justement, venons-en, parce qu'on parle de tiers-lieu depuis le début de l'après-midi. C'est quoi la différence avec un espace de coworking? Alors nous, dans la définition, c'est vraiment ce qu'on avait travaillé là-dessus vraiment au tout début. Et on s'était dit, les tiers-lieux, c'est la catégorie peut-être générale qui regroupe tous les espaces un petit peu protéiformes collaboratifs et alors à la fois de travail, mais aussi de création. On va retrouver potentiellement des services publics, l'hébergement d'associations. Et on voyait le coworking comme un type de tiers-lieu particulier. D'accord. Plutôt axé autour du travail. Donc ça peut être du travail, ça peut être de la culture, ça peut être du sport, ça peut être beaucoup de choses. C'est ça. C'est en fait finalement un coworking est un tiers-lieu, mais tous les tiers-lieux ne sont pas des coworking. Il y a certains tiers-lieux, par exemple un Fab Lab pour nous n'est pas vraiment un coworking. Après, vous pouvez avoir un tiers-lieu où il y a une section un peu coworking, une section un peu Fab Lab. C'est assez modulaire finalement. On reparlera justement du Fab Lab un peu plus en détail dans le week-end. C'est quoi un Fab Lab, Lorraine Caillas? Un Fab Lab, c'est laboratoire
je ne trouve plus le mot, mais en gros, donc c'est un endroit de fabrication, voilà, laboratoire de fabrication. C'est un endroit où on a des imprimantes 3D, où on a du matériel de découpe laser, plein de choses qui permettent justement aux gens de faire des projets, de monter de toutes pièces des prototypes, tout ce qu'ils ont besoin. Des objets, des coques de téléphone. Voilà, alors là c'est le côté plus personnalisation, tous les Fab Labs ne le font pas. D'accord. Je reviens vers vous, Baptiste Breton. Vous dites sur votre site internet, quand on arrive sur la page Facebook de Néonomade, que vous proposez un modèle alternatif au métro, boulot, dodo, et vous voulez réhumaniser les relations dans les espaces de travail. Expliquez-nous, racontez-nous ce projet de cette start-up. En fait, nous, on est parti d'un point de départ où, enfin, en caricaturant un peu, mais où il fallait tous les jours aller, surtout en région parisienne, hein, mais passer des heures dans les transports bondés pour aller sur une tour à la Défense, pointer sous l'œil attentif de son manager, et c'était ça qu'on appelait le travail. Donc, on est parti un peu de cette aberration en se disant, bon, bah, en fait, avec les technologies de l'information, et le Covid l'a pas mal montré, on peut travailler à distance, dans de bonnes conditions, être efficace, et ça a du sens finalement de réhumaniser le travail en faisant confiance aux gens, en leur laissant la liberté de travailler un peu où ils veulent. Mais on s'est rendu compte aussi avec le télétravail, et pendant le Covid ça a été aussi le cas, si on propose que le domicile, il y a un peu une problématique d'équité parce que on n'est pas tous égaux devant le télétravail à domicile, on n'a pas tous la place, on n'a pas tous l'équipement, le bon environnement. Beaucoup de gens ont envie de faire une coupure aussi avec leur vie personnelle. On l'a vu, les frontières ont été très floutées avec l'épisode Covid notamment. Et puis avec le télétravail, il n'y a pas vraiment d'interaction sociale. Au final, on reste chez soi, on voit personne. C'est ça. En fait, on voit, et parfois on a envie de justement un peu moins voir ses proches parce que toute la journée, on a envie de sortir de chez soi et de sa bulle personnelle. Et donc effectivement, dans les espaces de coworking, on va rencontrer des gens, on va être réintégré à un collectif de travail qui n'est pas forcément celui de son entreprise et qui est celui de travailleurs détachés, partagés, et on trouve un collectif différent. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde qui va dans le coworking a envie de collaborer en permanence. Nous, on a pas mal de salariés d'entreprise qui viennent juste pour travailler et qui ne sont pas là pour interagir et être en collaboratif permanent avec la totalité de l'écosystème qui est dans le coworking. Il y a aussi un usage assez fonctionnel, mais c'est cette idée d'avoir le choix de travailler dans de bonnes conditions pour être le plus efficace et le mieux dans ses baskets à distance ou au bureau. C'était vraiment ça l'idée. Et est-ce que vous remarquez une évolution de la fréquentation de ces tiers-lieux par les entreprises ? Alors oui, nous, ce qui est assez bizarre, c'est que avant Covid, on était en bonne progression. Enfin, on était en fin 2019. Nous, en tant que start-up, on était à l'équilibre. On avait levé des fonds avant, on était à l'équilibre. On avait une super traction. Ça commençait à vraiment bien prendre. Même si le phénomène télétravail en coworking est quand même assez long, parce qu'il pour convaincre une entreprise de permettre à ses salariés d'aller dans ce genre d'espace, c'est quand même un parcours du combattant. Elle ne joue pas tout le jeu ? Non, clairement, il y a pas mal d'entreprises parce que ça a un coût aussi, hein, donc c'est toutes les questions qu'on a en ce moment est-ce que les entreprises prennent en charge les coûts liés à l'équipement à domicile, le coworking, etc. Donc nous, on était soit avec des entreprises qui avaient une vision RH très forte avec la notion de bien-être, d'attractivité, etc., et qui mettaient ça en place pour les salariés en avance de phase. Je pense à des grosses boîtes de conseil comme Capgemini, par exemple, ou Wavestone ou Bearing Point, qui l'avaient fait avant Covid, ou des entreprises qui déménageaient ou qui faisaient des gros mouvements immobiliers, et à l'occasion de cette économie immobilière, ils réinvestissaient une partie des locaux qu'ils économisaient dans du bureau de proximité pour les télétravailleurs. Donc c'était un peu ça, souvent les deux cas qu'on avait avant Covid, et là après Covid, ces deux mouvements sont pas mal accélérés, et on retrouve là en septembre nos volumes d'avant Covid, alors qu'on a encore 50% des entreprises qui n'ont pas réouvert la plateforme à leurs salariés encore. Donc on est plutôt confiant, mais on sort d'un an et demi de grosses difficultés, et c'était pareil pour tous les espaces la majorité du marché du coworking. Ça a été très difficile. Il a fallu survivre tant bien que mal.
pour ensuite profiter du contexte post-Covid qui est a priori très positif pour cette tendance, même s'il faut encore qu'elle se confirme, parce que la situation n'est pas encore complètement stabilisée. Ouais. Mais admettons, si aujourd'hui des chefs d'entreprise regardent notre interview, quel argument vous leur donnez pour leur dire il faut justement participer au coworking, il faut participer à ces tiers-lieux. Quels sont les bénéfices pour les entreprises? Alors, il y en a plusieurs. En fait, les bénéfices, ils sont à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Bon, après, peut-être qu'il faut convaincre certains dirigeants, je ne sais pas, de dire que si quelque chose est bien pour leurs salariés, il est bien pour l'entreprise. Ça, j'espère que c'est un acquis. Mais déjà, le fait de proposer cette alternative, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, on remarque dans le télétravail que 15 à 20% des personnes qui travaillent de chez elles le font dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire qu'elles sont pas équipées chez elles, elles n'ont pas la place, tout le monde n'a pas une pièce dédiée pour pouvoir télétravailler, tout le monde n'a pas la connexion, tout le monde a des personnes qui ont remontent des vraies problématiques d'isolement. Donc vous allez avoir, quand vous déployez le télétravail, surtout à haute dose, après Covid, avec un nombre de jours de télétravail important, vous allez avoir 15 à 20% des gens qui vont pas être bien chez eux pour travailler à distance, donc pas efficaces, pas bien dans leur basket, pas engagés dans l'entreprise, qui potentiellement peuvent partir demain. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu de qualité de vie au travail, d'attractivité pour les salariés. Et après, pour les entreprises, il y a cette idée finalement d'arriver à optimiser ses coûts en disant post-Covid, on va plus télétravailler, donc j'ai pas forcément besoin de bureau. D'un poste par personne et de bureaux aussi grands qu'avant. Donc je prends un peu moins grand, mais par contre je réinvestis cette économie immobilière qui est quand même conséquente dans des bureaux proches du domicile de mes collaborateurs à la demande via la plateforme. Donc c'est ce qu'on fait, c'est une plateforme de réservation qui permet aux salariés de consommer ces espaces entre guillemets de manière très flexible et peut-être de l'équipement à domicile ou d'autres avantages. Voilà, donc c'est à la fois, pour nous c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire, et honnêtement c'est pas du discours commercial, on donne de la liberté et de la flexibilité aux collaborateurs, ils sont bien dans leur basket, ils le rendent à l'entreprise, et de l'autre côté l'entreprise peut faire des économies en réduisant ses mètres carrés post-Covid. Justement, quel service apporte votre entreprise vis-à-vis de la relation entre les tiers-lieux et les entreprises? Est-ce qu'il y a un accompagnement de votre part? Ouais, alors il y a plus qu'un accompagnement, il y a en amont un peu une phase de diagnostic, on essaie de comprendre un peu quels vont être les usages, quels sont les espaces qui vont répondre aux usages des collaborateurs. C'est très différent un usage télétravail d'un usage nomadisme ou d'un usage très salle de réunion par exemple. Donc on travaille quand même en amont pas mal sur quels vont être les usages, quels vont être les bons lieux pour les collaborateurs. Et ensuite, on fait souvent des phases d'expérimentation, on peut passer par des phases un peu de test. Mais nous, notre rôle après, c'est vraiment celui d'une plateforme. Donc nous, sur la plateforme, on a la quasi-totalité des espaces de coworking en France. L'entreprise peut attribuer un crédit d'utilisation à ses utilisateurs, un peu comme un ticket restaurant. Et ensuite, les collaborateurs, dans la limite du crédit qui est disponible, réservent via l'application ou via le site leur place dans un espace. Ils vont travailler en coworking, ils repartent, il n'y a aucun défraiement qui est fait. Tout est centralisé en termes de facturation et de contrat. Et justement, je lisais sur votre site internet qu'on peut réserver pour une journée comme du long terme. C'est très très flexible. Oui, alors c'est vrai que le gros de notre usage est quand même de la réservation qu'on appelle court terme, c'est-à-dire à l'heure, à la journée. Donc des collaborateurs qui viennent le vendredi pendant la journée de télétravail. Et on a aussi pas mal de demandes pour du bureau, on peut appeler ça du privatif, c'est-à-dire je viens prendre 15 postes de travail dans un coworking et je vais y héberger mon équipe ou créer un petit hub en région par exemple, parce que j'ai pas envie de m'engager sur un 369. Et comme nous on a en visibilité tout le marché du coworking, on a effectivement aussi beaucoup de demandes qu'on traite à ce niveau-là. Et là on doit l'accompagner un peu plus parce que vous ne réservez pas 15 postes pendant 12 mois sur une plateforme. Vous avez besoin de comparer 2-3 offres, faire quelques petites visites et une fois que vous avez trouvé votre camp de base, vous vous y posez. Donc ça, on l'accompagne de manière humaine, un peu comme un agent immobilier du coworking, on peut dire. Et ensuite, quand vous avez trouvé le bon bureau pour la bonne durée au bon prix, vous emménagez et c'est hyper flexible d'un mois sur l'autre. Vous pouvez rendre l'espace. Voilà, parce qu'on parlait de coworking, mais j'ai vu aussi sur votre site qu'on peut même faire des séminaires. Enfin, c'est quelque chose de très très flexible en tout cas.
Oui, la partie séminaire ou événementielle est un peu moins importante chez nous parce que c'est pas notre métier principal. Et c'est vrai que certains espaces proposent ce genre de prestations. Et du coup, on essaie d'accompagner ces demandes. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'aider les coworking comment dire, à commercialiser et à gagner en visibilité sur les 3 choses qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire de l'open space en courte durée, du bureau privatif mensuel et de la salle de réunion de l'événementiel. C'est c'est un peu les 3 axes que vont prendre les espaces avec des intensités plus ou moins importantes. Hein. Certains espaces font pas du tout de mensuel, d'autres pas du tout d'événementiel. Et nous, là, sur la plateforme, les espaces peuvent activer ce qu'ils ont envie de commercialiser. Et après, on essaie de leur envoyer un maximum de flux de clients plutôt entreprises. On est très axé moyennes et grandes entreprises et un peu plus petites maintenant aussi. On commence à avoir un bon usage de petites entreprises agiles qui veulent butiner dans ces espaces. En tout cas, pour conclure, Baptiste Breton, vous aussi, vous remarquez qu'il y a une évolution de la façon de travailler. Oui, alors après, nous, c'est une évolution qu'on voyait venir avant le Covid, donc pour laquelle on se bat et on milite quelque part depuis très longtemps. Donc, ce mouvement des tiers-lieux du coworking, voilà, avec les pionniers, on a vécu toutes les premières années, etc. Donc, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Le Covid a mis un gros coup d'accélérateur, c'est vrai. C'est un des effets positifs d'une crise qui a quand même été très, très, très grave hein, pour beaucoup de gens, évidemment, et pour l'économie en général. Mais il y a des choses positives, il faut en tirer des crises, il faut tirer des choses positives. Et l'une de celles-là, c'est qu'effectivement, on a appris que ces modes de travail fonctionnent et qu'il faut les déployer. Et pour nous, le coworking et les tiers-lieux ont un vrai rôle à jouer dans ce monde du travail hybride post-Covid. Et justement, c'est le thème de ces 4 journées qu'on vous propose sur la page Facebook du Pays de Verdun, les entreprises qui adoptent, avec les salariés notamment, ces tiers-lieux. Merci beaucoup Baptiste Breton d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la start-up Néonomade. C'est la première plateforme de coworking en France. Merci à vous. Merci à vous. Merci Bonne Baptiste. journée. Et on se retrouve très vite avec Lorraine Caillas qui est animatrice leader au Pays de Verdun pour vous présenter ces tiers-lieux et avec d'autres intervenants. À très vite sur la page du Pays de Verdun.